Bonjour à tous et bienvenue pour un autre preview pour la saison 2022-2023 du Canadien. Oh, de la LNH, dis-je bien. Et cette fois-ci, on s'attaque aux Canadiens de Montréal. Oh, quelle saison! Horrible. Horrible. Pour les fans du Canadien, ça a été un dur lendemain de veille des suites à une finale de Coupe Stanley. On se ramasse avec nos deux piliers au niveau du leadership qui sont pas là pendant la saison. Puis il y a eu beaucoup de blessures de manière générale dans cette organisation-là au cours de toute l'année. On perd notre gardien de but vedette, on perd notre capitaine. Ça a été un très dur lendemain de veille du côté de Montréal pour la saison 2021-2022, dis-je bien. Alors, ça a été tellement difficile que on avait un entraîneur qui est un entraîneur qui malheureusement était plus un type d'entraîneur analytique et pas vraiment un type d'entraîneur très motivateur. Dominique Ducharme va finir par perdre son emploi et éventuellement on va embaucher Martin Saint-Louis, sans compter que le directeur général Marc Bergevin ne sera pas de retour. On y va avec Kent Hughes et Jeff Gorton. Donc on a décidé de tout changer dans cette organisation-là et tellement tout changer qu'on y va même avec un changement de mentalité au niveau de la communication. Alors même si ça peut sembler assez anodin, il n'en reste pas moins qu'on a une approche qui est une approche plus connectée aux fans qu'on avait connue lors des, disons, dernières directions qu'on a eues du côté du Canadien de Montréal. Fait qu'on a vraiment un changement de mentalité qui est un changement de mentalité complet du côté du Canadien de Montréal et c'est quand même assez intéressant de voir ce qui se passe avec ça. En échange de quoi, on a plusieurs changements qui fait que la cohésion d'équipe risque fortement d'être affectée. Mais c'est comme ça qu'on repart sur des nouvelles bases. Alors, pour ce qui est du Canadien de Montréal, la saison 2020-21, c'était une saison écourtée, on se rappelle, 56 matchs en raison de la COVID. 24 victoires, 21 défaites, 11 défaites en prolongation, 59 points, une saison qui était ordinaire so-so, mais on a connu des meilleures séries. Mais par la suite, pour la saison 2021-22, ça a été catastrophique. 22 victoires, 49 défaites, 11 défaites en prolongation, 55 points. Boom! 55 points en 82 matchs, c'est carrément horrible comme genre de saison. On a une moyenne de buts marqués de 2,66, ce qui représente la 27e attaque de la LNH. Une moyenne de buts accordés de 3,87, ce qui représente la pire défensive de la LNH. Un avantage numérique à 13,7, ce qui représente le 31e avantage numérique de la LNH. Et pour finir dans la médiocrité, on y va avec 75,6 en désavantage numérique, 27e désavantage dans la Ligue nationale. Tout est à recommencer du côté du Canadien de Montréal parce qu'il n'y a absolument rien en tant que tel qui a bien fonctionné, à part quelques éléments individuels qu'on peut dire qu'il y a eu des progressions intéressantes. Il n'en reste pas moins que le jeu d'ensemble a été catastrophique et on peut parler entre autres de saisons difficiles du défenseur qui était le défenseur vedette, Jeff Petrie. Du côté de Jeff Petrie, disons que la frustration a monté graduellement en lien peut-être avec une situation familiale, peut-être par rapport à des performances, peut-être par rapport à ce qui se passait dans la chambre, peu importe. Mais il n'en reste pas moins que la saison a été très difficile pour le défenseur et malgré tout, il a terminé comme étant le défenseur avec le plus de points en saison régulière du côté du Canadien de Montréal, alors qu'il a connu une saison très très difficile pour lui. Alors c'est quand même pour vous dire à quel point ça a été pénible comme saison. On a terminé 16e dans l'Est, soit dernier, bien entendu 32e dans la Ligue nationale. On ne participe pas aux séries éliminatoires. Donc, on avait un point qui était intéressant et c'était celui de Artturi Lekkonen. Artturi Lekkonen est en train de connaître une saison qui était, ma foi, une excellente saison, peut-être même une des meilleures saisons de sa carrière. 29 points en 58 matchs du côté d'Artturi Lekkonen. Et c'était le seul attaquant de l'organisation du Canadien de Montréal à avoir joué 40 matchs ou plus lors de la dernière saison avec un différentiel de 0. Les autres, 40 matchs ou plus, c'est tout dans le négatif. Fait que Lekkonen avait une bonne saison dans son ensemble. Puis finalement, ben, il va continuer sa carrière et gagner d'ailleurs une belle Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado. Pour d'autres, ben, ça a été une saison plutôt courte avec le Canadien. Je pense entre autres à Toffoli qui n'est pas resté hyper longtemps chez le Canadien. Sinon, on a un défenseur comme Ben Sherratt qui a quitté également pour la Floride. Il y a eu vraiment beaucoup de changements du côté du Canadien de Montréal, que ce soit en fin d'année l'année passée ou pendant la saison morte. Le meilleur en termes de buts aurait été Cole Caulfield avec 23 buts, mais ça, le point qui est clairement le point le plus important à mentionner concernant Cole Caulfield, c'est le meilleur buteur en ayant joué pratiquement une demi-saison. Et la raison pour laquelle on mentionne une demi-saison, c'est que lors de l'arrivée de Martin Saint-Louis, on parle de 35 points en 37 matchs. Il a avoisiné le 1 point par match avec Martin Saint-Louis et c'est quand même 22 de ses 23 buts qui va avoir compté en l'espace de 37 matchs sous Martin Saint-Louis. Donc, c'est ce qui fait que sa production offensive a
explosé avec l'arrivée de Martin Saint-Louis. La particularité qu'on a avec Martin Saint-Louis, c'est que c'est un entraîneur qui va privilégier ce que lui appelle des concepts. Mais en fait, c'est donner beaucoup de latitude et de créativité à ses joueurs. Fait que c'est ça, c'est très problématique pour certains types de joueurs. Exemple, Ryan Poehling. Ryan Poehling, c'est un joueur qui a besoin d'un système. C'est un joueur qui a besoin de savoir exactement où il doit aller. Le côté créatif, il l'a pas. Alors ça, c'était peut-être plus compliqué pour un joueur comme lui, mais un joueur comme Cole Caulfield qui a des mains, qui a des bonnes mains, qui aime ça jouer avec la rondelle, c'est juste du bonbon pour lui. Alors, ça donne l'opportunité à des jeunes de sortir leur côté créatif, offensif. Et d'ailleurs, Kent Hughes l'a même mentionné lors du repêchage. Il a fait un appel. Puis là, il a mentionné à Kirby Dack, qui venait d'acquérir, comme quoi il y avait l'intention que l'identité du Canadien, la prochaine identité, c'était l'attaque. On veut vous laisser jouer à l'attaque offensivement. Alors, le message est quand même très clair, c'est que les jeunes prospects qui ont un bon caractère offensif du côté du Canadien devraient être relativement bien servis pour l'année qui s'en vient. Le meilleur en termes de points aurait été Nick Suzuki avec 61 points. Du côté de Nick Suzuki, on montre une très belle progression, autant au niveau de sa production offensive, mais aussi au niveau de son jeu dans l'ensemble. Ce qui est ironique là-dedans, c'est qu'il y a eu un différentiel assez médiocre de moins 29 l'année passée, mais quand même 21 buts. C'est un joueur qu'on considère comme étant responsable, puis c'est un gars qui est très intelligent dans son jeu et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Probablement qu'il a été nommé capitaine du Canadien de Montréal en lien avec sa responsabilité sur la patinoire, mais aussi son petit côté, ce qu'on appelle vieil âme. C'est un gars qui est à son affaire et qui n'est pas très party. Fait que, nouveau capitaine du Canadien de Montréal, Nick Suzuki, a connu une excellente saison l'année passée. C'est lui d'ailleurs qui a été le meilleur pointeur du côté du Canadien de Montréal. Le meilleur défenseur à caractère offensif aura été Jeff Petrie en 68 matchs, 27 points moins 11 de différentiel. Pour Jeff Petrie, on va continuer notre carrière ailleurs, mais point positif, mes chers amis, c'est que nous avons acquis un défenseur que s'il avait joué pour nous l'année passée, considérant qu'il garde les mêmes statistiques, aurait été le meilleur défenseur à caractère offensif en Mike Madison dans cette transaction-là. Fac, on a échangé un gars qui a fait 27 points, dis-je bien, en 68 matchs pour un gars qui a fait 31 points en 74 matchs. Donc, c'est quand même intéressant. Un peu plus jeune du côté de Mike Madison. C'est un gars qui, si je ne fais pas erreur, je pense que c'est sa meilleure saison en carrière sur un point de vue offensif pour Mike Madison. Au niveau des 3 espoirs du alacoupe.ca, si vous voulez avoir un texte plus détaillé, eh bien, il est disponible sur le alacoupe.ca sous la plume de notre chroniqueur Anthony Saint-Amand. Les 3 espoirs qui sont, disons, les plus proches d'atteindre la LNH. On ne dit pas nécessairement les 3 meilleurs espoirs des organisations, mais les 3 qui sont les plus probables de pouvoir atteindre la LNH, disons, cette année. Et du côté du Canadien de Montréal, ben, il faut le dire, on a choisi premier overall au repêchage. Ça l'aide un petit peu pour avoir un gars qui fait ton équipe LNH dès l'année. Donc, Juraj Slafkovský est peut-être l'espoir le plus probable de partir au niveau LNH. Ça ne veut pas dire systématiquement qu'il le fera, mais il y a des bonnes chances de le faire. Première des choses qu'il faut mentionner concernant Juraj Slafkovský, c'est que c'est un très gros attaquant. Il a le gabarit pour jouer au niveau LNH, mais il y a aussi la mobilité et la vitesse pour jouer au niveau LNH. Et ça, c'est intéressant. On parle d'un gars de 6 pieds 3, 238 livres. Ça pèse lourd, ça balance, ce petit gars-là. Il est reconnu pour avoir un lancer puissant. C'est un gars qui est très fort dans ses batailles à 1 contre 1. Il a un caractère qui est essentiellement offensif, mais pas trop catastrophique dans sa zone. Et sinon, c'est un gars qui est reconnu pour avoir un bon positionnement. Âgé de 18 ans, c'est un ailier gauche qui a évolué au niveau de la Ligue A l'année passée. C'est 10 points en 31 matchs, mais il a bien fait sur la scène internationale. Et ça, c'est quelque chose qui était intéressant du côté de Juraj Slafkovský. C'est ce qui a permis d'ailleurs de monter des échelons, parce qu'on ne le voyait pas nécessairement premier. Le fameux combat Shane Wright-Slafkovský. On ne voyait pas nécessairement Slafkovský premier, mais il a connu des très très bons moments au niveau international. Puis ça l'a aidé à le faire augmenter au niveau des échelons. Puis sinon, ben, on pense que le Canadien a probablement tombé en amour avec le genre de gars qu'il est et le fait qu'on a fait l'acquisition d'un joueur de centre en Kirby Dack, ça a probablement joué dans l'échiquier. Par la suite, en termes de deuxième espoir qui pourrait percer l'alignement dès cette année, peut-être un autre qui est très probable, on dirait, c'est Justin Barron, un défenseur de 20 ans qui a évolué essentiellement au niveau de la Ligue américaine l'année passée. 43 matchs, 5 buts, 15 passes pour 20 points. C'est un défenseur qui est un défenseur très mobile, qui distribue vraiment bien la rondelle, mais qui n'est pas nécessairement un défenseur que offensif. Donc, c'est pas nécessairement le défenseur à la Quinn Hughes qui va se promener dans le fond de la zone offensive à n'en plus finir, mais c'est un gars qui bouge très bien et qui distribue très bien. Ce qui fait que c'est intéressant quand même de l'utiliser, exemple, sur un avantage numérique pour essayer de provoquer des choses offensivement. C'est un défenseur droit.
Et ça lui donne peut-être certains privilèges. Parce que du côté droit, on a peut-être un petit peu moins de profondeur que du côté gauche chez le Canadien de Montréal. Alors ça peut peut-être jouer à son avantage. Ça et le fait qu'il a joué professionnel. Il a joué aussi quelques matchs au niveau de la LNH l'année passée, mais je pense que ça fait 2 saisons qu'il joue au niveau de la Ligue américaine. Et le troisième espoir, qui est un espoir que j'affectionne tout particulièrement, Kaiden Goulet, un défenseur de 20 ans. Lui, c'est un défenseur gauche par contre, donc c'est peut-être un petit peu plus difficile de son côté. Il a évolué au niveau de la Ligue de l'Ouest l'année passée. 42 matchs, 7 buts, 33 passes, 43 points. Faut pas se leurrer, Kaiden Goulet n'est pas un défenseur offensif. Malgré qu'il a fait 40 points en 42 matchs, c'est qu'il est très fort physiquement. Ça l'a aidé largement au niveau de sa production offensive. Qu'on s'entende, c'est un gars qui est capable d'avancer aussi, puis il a développé un peu ce petit côté-là à caractère offensif au cours de la dernière année, mais c'est pas un gars qui est reconnu pour son jeu offensif. C'est un gars qui est essentiellement reconnu pour sa force physique impressionnante, mais aussi pour sa bonne lecture de jeu et son calme dit légendaire. Ça nous rappelle un certain Shea Weber. Gros bonhomme, calme, c'est intéressant. Il patine bien, c'est un gars qui est très fluide, fort physiquement, beaucoup de leadership dans ce gars-là. Tu le ressens que c'est un leader né. Alors, c'est un gars qui, à long terme, c'est sûr que pour le Canadien, c'est un gars qui va avoir un rôle au niveau du leadership, assistant, capitaine, je sais pas, parce que Suzuki, on l'a pour une couple d'années, on va se le dire, là, mais éventuellement, c'est un gars qui va jouer un rôle important au niveau du core de leadership de l'organisation du Canadien de Montréal. Alors, c'est un très beau prospect qu'on pourrait avoir dès cette année, parce que n'oubliez pas, l'année passée, le Canadien aurait aimé le garder. Il a eu connu un bon camp d'entraînement. Mais on s'est dit, va gagner en leadership va gagner en leadership et peut-être améliorer ton côté offensif dans la Ligue de l'Ouest. Donc, retourne junior une autre année en tant que capitaine. Ainsi, tu vas jouer au niveau international, représenter le Canada en tant que capitaine. Ça n'a pas duré longtemps parce que ça a été annulé, mais quand même. Donc, va acquérir ce leadership-là, puis reviens-nous après ça avec plus d'expérience. C'est ce qu'il a fait et il l'a bien fait. Alors, Kaiden Goulet, fort probable qu'on va le voir au niveau de l'alignement dès cette année. Alors, ça ici, en fait, c'est un alignement que je vous propose. Puis, j'ai le cœur brisé dans certains cas. J'ai pris des décisions qui étaient lourdes parce qu'il y a trop d'attaquants dans cette équipe-là. Je comprends pas vraiment comment on va s'enligner pour le début de la saison. Je pense à un gars comme Rem Pitlick qu'on a juste réclamé au balotage. C'est un petit attaquant qui est capable de faire un peu tout. Le gars, il est capable de provoquer des choses offensivement. Le gars, il est capable de jouer défensivement. Mais bout de vierge, il y a trop d'attaquants dans cette équipe-là. Il y en a trop. Fait que ça a été compliqué. Je vous propose cet alignement-là qui est basé sur Sweet Fuck All, sauf mon plaisir personnel. Puis vous jugerez, vous ferez votre propre alignement par la suite si ça peut vous amuser. Alors, ici, les joueurs qui sont en bleu, c'est des gars qu'on connaît déjà. Les joueurs qui sont en vert, c'est des jeunes qui peuvent percer l'alignement. Et les joueurs qui sont en rouge, c'est des gars qu'on a acquis lors de la saison morte. Une chose qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs en rouge et en vert. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui vont s'ajouter à la formation du Canadien. Mais anyways, tout était tout croche l'année passée. Fait que quand même bien qu'il n'y a pas de cohésion cette année, c'est pas bien grave. On va vivre avec. On commence avec un duo qu'on n'a pas le droit de défaire. On va se le dire, c'est un duo qui va jouer ensemble. Cole Caulfield, Nick Suzuki, c'est pas mal le duo par défaut qu'on va avoir chez le Canadien de Montréal. Nick Suzuki, c'est un gars qui est un excellent playmaker. C'est un gars qui a une bonne lecture de jeu. Il est capable de compter. Il a un bon tir quand même. Il ne faut pas se leurrer. Mais quand même, c'est un bon playmaker. Et de jouer avec un tireur d'élite comme Cole Caulfield, ça serait parfait. Alors, d'utiliser Cole Caulfield avec Nick Suzuki, c'est un tandem qu'on risque de voir pour des années. 43 points en 67 matchs l'année passée pour Caulfield, 61 en 82 pour Nick Suzuki. Et c'est là où les gens vont me crier blasphème! Oui, j'ai mis Mike Hoffman sur le premier trio. Mike Hoffman, c'est un gars qui peut te faire 20 à 30 buts par saison. C'est clairement pas un gars qui est responsable défensivement, dis-je bien. C'est clairement pas un gars qui est responsable dans sa zone. Il fait des revirements, mais au moins, il essaye des choses. Je dis pas qu'il est excellent, pas du tout, mais Nick Suzuki est un joueur qui est intelligent dans son jeu et je crois que si on a un gars comme Mike Hoffman qui est capable à la fois de compter et de faire des jeux, qui peut jouer un petit peu plus profond en zone avec Cole Caulfield et peut-être Suzuki un peu plus retiré, à ce moment-là, on se ramasse avec deux gars qui sont capables de compter peut-être 30 buts. Donc, je me dis, pour Suzuki, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de line-up là. C'est sûr qu'il y a d'autres gars qui auraient pu aller là. On se le cachera pas, mais moi j'ai choisi ça. En termes de deuxième ligne, j'y vais avec Juraj Slafkovský, Kirby Dach. C'est deux gros bonhommes. Ça, c'est intéressant. Et Kirby Dach, c'est un gars qui a un haut potentiel au niveau offensif.
On lui aura reproché beaucoup de ne pas tirer suffisamment à Chicago. 26 points en 70 matchs, Kirby Dax, c'est clairement pas ce qu'on s'attend de lui au niveau de son potentiel offensif. C'est un gars qui, au niveau junior, a été quand même très performant. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il va éclore à Montréal, ou du moins on l'espère si on lui donne du temps de glace de qualité. Ça a été difficile à Chicago dans les 2 dernières années, donc puis il y a eu des histoires de blessures de son côté aussi, donc peut-être que ça le ralentit un peu au niveau de son développement, mais c'est un gars qui pourrait être intéressant à voir avec un gars comme Slavkovski. Slavkovski, c'est 10 points en 31 matchs l'année passée dans la Liga, mais c'est un gars à très gros gabarit qui est capable quand même de bien lire le jeu puis d'attirer les joueurs vers lui. Puis à ce moment-là, ça peut libérer un gars comme Dak ou Jonathan Drouin, un autre mal-aimé chez le Canadien de Montréal. Jonathan Drouin qui est un joueur essentiellement de finesse, donc c'est un gars qui est capable, oui, de tirer, c'est un gars qui est capable aussi de faire des jeux. Puis ce qui est ironique avec Jonathan Drouin, c'est que des fois, il se crée des chimies avec des joueurs qui vont super bien pendant un temps. On l'a vu avec Domi, on l'avait vu, je pense, c'était-tu avec Suzuki à un moment donné? Mais en tout cas, il y a comme des passes où il y a des bonnes chimies avec des joueurs, puis à un moment donné, ça marche plus. Fait que c'est probablement ça qui va arriver encore cette année. 20 points en 34 matchs l'année passée pour ce qui est de Nick Suzuki. Mais c'est une ligne qui est une ligne qui pourrait être intéressante sur un point de vue offensif, mais pas terrible au niveau de la responsabilité défensive. Par la suite, en termes de troisième ligne, j'y vais avec Dadonov. C'est un nouvel arrivant, Dadonov. 43 points en 78 matchs l'année passée. Il évolue avec les Golden Knights de Vegas. C'est un gros allié, mais c'est un gars qui est pas dérangeant pour l'organisation, dans le sens que c'est un bon gars qui est timide, mais il est capable quand même de donner des coups d'épaule. Mais voyez pas un joueur qui est robuste. Il est gros, mais il n'est pas nécessairement un joueur qui joue gros. Fait que, bref, c'est un attaquant qui, en 43 points 78 matchs, lorsqu'il évoluait avec une organisation qui a essayé de l'échanger puis ça a avorté, je me dis, il a gardé le moral pareil puis il a réussi quand même à produire 43 points en 78 matchs. C'est sûr qu'il a profité des blessures prolongées de gars comme Max Pacioretty ou ben Mark Stone, mais il en reste pas moins que par le passé, c'est un gars qui a fait des 20-30 buts dans la LNH. Fait que, bref, il y a déjà un certain potentiel offensif malgré son âge aujourd'hui. Que je fais jouer avec Christian Dvorak, 33 points en 56 matchs l'année passée. Dvorak qui est un gros joueur de centre, surtout très bon au niveau de sa lecture de jeu, je dirais, mais aux mises au jeu. Fait que c'est un gars qui est surtout reconnu pour les mises au jeu. Gros gabarit, il se met devant le filet puis il ramasse les rondelles qui traînent là ou sinon il va les chercher en arrière du filet. Que je fais jouer avec Brandon Gallagher. Fait qu'on a des gars qui seraient dérangeants en avant du filet ici. Gallagher, c'est 24 points en 56 matchs l'année passée, mais malheureusement pour Gallagher, on a des poignets fragiles. Et c'est là où je me ramasse avec Josh Anderson sur mon quatrième trio. Ouch! 32 points en 69 matchs l'année passée, un gros attaquant très mobile, un gars qui est rapide pour sa grosseur, puis quand ça rentre dedans, ça rentre dedans. Mais Josh Anderson, c'est le genre de gars qui peut te finir une saison avec 20 buts, 3 passes. T'sais. Fait que c'est pas un excellent playmaker, mettons. Donc, il en reste pas moins que tout est malléable dans mon line-up. N'importe qui peut jouer un peu n'importe où finalement. Que je vais jouer avec Sean Monahan, c'est mon quatrième trio, 23 points, 65 matchs. C'est à peu près la place où il jouait à Calgary, malheureusement pour lui. C'est un gars qui a connu des belles années au niveau offensif avec les Flames de Calgary, mais c'est plus difficile dans les dernières années de son côté à lui. Et je me ramasse avec Jake Evans, 29 points en 79 matchs à l'aile droite de mon quatrième trio, ce qui me donne comme joueur scratch Armia et Rem Pitlick. Oui, Pezzetta n'est pas là et c'est quelque chose qui me blesse, mais j'ai voulu jouer de l'audace puis mettre des jeunes à des positions un peu plus élevées pour leur donner justement l'opportunité d'avoir des belles chances. Au niveau des défenseurs, ben là encore là, c'est tellement dur de faire ces paires de défenseurs-là parce que c'est des gars qui n'ont pas vraiment joué ensemble. Moi, j'y étais en termes de première paire. Mike Madison, 31 points en 74 matchs l'année passée. C'est un gars que les Panthers, préalablement, les Panthers voyaient un fort potentiel dans ce gars-là. On voyait un défenseur très mobile qui était capable de créer de l'attaque. Puis ça a été difficile. L'année passée à Pittsburgh, il avait l'air de trouver ses repères. 31 points en 74 matchs, c'est quand même bon. C'est un gars qui est dans son prime actuellement. Fait que le fait de pouvoir jouer ici à Montréal, donc devant les siens, en plus d'avoir connu une bonne saison l'année passée avec les Penguins de Pittsburgh, augmenter un peu ses responsabilités et son temps de glace avec du temps en avantage numérique, je pense que ça pourrait être bénéfique pour un gars comme Mike Madison, que je fais jouer avec David Savard. David Savard, c'est un défenseur qui bloque des tirs et qui est défensif. C'est clairement pas un défenseur qui va attaquer. Donc ça donne certaines libertés à un gars comme Mike Madison de pouvoir justement attaquer plus librement, puis à ce moment-là, Savard va
va rester en arrière. En termes de deuxième paire, j'y étais avec Joel Edmondson, c'est 6 points en 24 matchs l'année passée. Puis ce qui me tracasse un peu avec Joel Edmondson, c'est pas tant que j'aime pas son style de jeu, mais c'est qu'il a pratiquement pas joué l'année passée. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve peut-être un peu problématique parce qu'à ce moment-là, il va falloir qu'il se remette dans le bain de jouer à tous les jours. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est quand même un excellent défenseur. C'est un bon leader, surtout qui a été nommé assistant au capitaine, mais c'est un bon leader de manière générale dans l'organisation. C'est un gars que un peu tout le monde aime bien puis qui est capable de rallier tout le monde ensemble. Fait qu'il a besoin de jouer un rôle important, capital dans cette équipe-là qui est déjà au niveau du leadership. Fait que moi, je mets sur ma deuxième paire moins de pression, pas besoin nécessairement de produire offensivement. Ça me convient. Que je fais jouer avec Justin Barron. Justin Barron, je vous l'ai dit, c'est pas nécessairement un défenseur à caractère offensif, mais c'est un gars qui va aimer distribuer la rondelle puis qui patine très bien. Alors peut-être que de jouer avec un gars responsable défensivement comme Joel Edmondson, qui est un bon leader, qui va le sécuriser, peut-être est-ce que ça va y permettre à lui d'être un petit peu plus ouvert et qui sait, peut-être allons-nous découvrir un autre type de défenseur. En termes de troisième paire, ben là, j'y étais avec Caden Goulet, un défenseur de 20 ans. Lui, il a joué au niveau de la WHL, 40 points en 42 matchs l'année passée. Un défenseur qui est surtout fort physiquement. Un gars qui patine bien, il est fluide dans son jeu, puis il lit surtout très bien le jeu. C'est rare qu'il va faire des erreurs catastrophiques. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une bonne anticipation du jeu. Que je fais jouer avec Chris Weinman, le vétéran, 27 points en 64 matchs l'année passée. Mais dans le cas de Wideman, c'est un gars qui pourrait être intéressant d'utiliser sur, exemple, la deuxième vague de Powerplay. Bon, en tout cas, peu importe, c'est un gars qui pourrait être intéressant quand même d'utiliser sur les unités spéciales en avantage numérique, plutôt que de le faire jouer comme une troisième paire, c'est-à-dire qu'il joue presque pas de minutes. Mais dans le cas de Caden Goulet, c'est toujours intéressant d'y donner de l'expérience LNH, puis c'est pas coulé dans le béton une position. Là, fait s'il réussit à se prouver, ben à ce moment-là, il va être capable de monter au niveau des échelons. Et c'est ce qui fait que je me ramasse avec comme joueur coupé Jordan Harris, qu'on a eu la chance de voir un petit peu jouer l'année passée avec Montréal. Je pense que c'est une dizaine de matchs ou quelque chose de même, genre un point. Dans le cas de Jordan Harris, on parle d'un défenseur très mobile aussi. C'est un défenseur quand même à bon gabarit. Qui a un bon potentiel. C'est un gars qui va aimer appuyer l'attaque. En termes de gardien de but, ben c'est là où ça devient peut-être un peu difficile du côté du Canadien, mais malgré que il n'y a pas de joueur de 90 points. Là. Mais en tout cas, bref, c'est là où ça devient peut-être un petit peu plus difficile du côté du Canadien. On revient avec les mêmes gardiens qu'on avait l'année passée. Les gardiens qu'on avait l'année passée, ils ont trouvé ça dur l'année. Première des choses, Jake Allen est un joueur qui malheureusement est souvent blessé. Donc c'est un gars qui est instable, plus par rapport à ses blessures. Là, mais c'est un gars qui malheureusement manque beaucoup de matchs. 35 matchs l'année passée, 3.30 de moyenne, 905 d'efficacité. C'est correct, mais l'équipe l'a tellement abandonné qu'on ne peut pas vraiment y en vouloir. Puis c'est un peu la même chose pour Samuel Montembeault. Montembeault, il a été appelé en relève. Il a joué blessé en plus de ça, parce que justement, Allen était lui-même sur la liste des blessés. Donc, Montembeault avait une blessure. Il jouait quand même. 38 matchs l'année passée, 3.77 de moyenne, 891. Mais si le jeu se resserre en avant de lui, c'est sûr que les deux gardiens, leurs statistiques vont aller à la hausse, parce que ça a été tellement difficile l'année passée pour le Canadien de Montréal défensivement. Là. Ça a été même catastrophique. Et là, on arrive avec Caden Primo. C'est 12 matchs dans la LNH l'année passée. 4.62, 868 d'efficacité. Pour Caden Primo, c'est une boucherie si tu l'envoies dans la LNH en ce moment. C'est vraiment pas le bon move à faire du côté du Canadien. Alors, je comprends le fait que le Canadien veut garder un gars comme Allen et Montembeault pour ne pas brusquer Caden Primo. Dans le cas de Primo, on parle quand même de 33 matchs l'année passée à Laval, 2.94, 909. C'est un jeune gardien de but à gros gabarit qui est très calme, puis il a vraiment bien fait en séries éliminatoires l'année passée pour le Rocket. Fait que c'est un gars qui est encore à travailler sur l'aspect mental. Puis je pense pas qu'en ce moment, ça soit vraiment hyper pertinent de le sacrifier sur la place publique en le mettant au niveau LNH. Fait que ça, c'est un alignement que je propose, mais comme je vous dis, il n'y a pas de poste garanti dans cette équipe-là. Un peu n'importe qui peut buster le poste d'un peu n'importe qui. Les seuls qui sont vraiment, selon moi, coulés dans le béton, ça va être Caulfield, Suzuki. Ça, c'est là, puis c'est tout. Mais pour le reste, à peu près tout le monde peut être malléable. Donc, bref, amusez-vous à faire votre alignement. Vous allez voir combien c'est compliqué. Il y a trop de joueurs dans cette équipe-là. Alors, d'après moi, cette organisation-là est une organisation qui n'est pas nécessairement beaucoup plus intéressante que l'année passée. Je ne vous dis pas nécessairement qu'ils vont finir dernier dans la ligue, mais tu as des jeunes qui doivent prendre de la place. La cohésion risque d'être difficile parce qu'il y a beaucoup de nouveaux éléments.
Ce qui m'amène donc à dire que d'après moi, le Canadien de Montréal, c'est une équipe qui sera même pas dans la course aux séries pour l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez? D'après vous, est-ce que le Canadien de Montréal est une équipe qui va finir assurément dernier? Est-ce que c'est une équipe qui va courir pour une place en série ou peut-être que c'est une équipe qui est en série selon vous? Ça, va falloir que vous m'expliquiez qu'est-ce que vous voyez si vous me dites ça parce qu'il y a quelque chose clairement que je manque là-dedans. Alors, je vous dis un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On n'oublie pas de l'aimer si vous l'avez aimé, de la partager aussi pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey. Et puis, on s'abonne et active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent très prochainement pour la saison 2022-2023. Un gros merci d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit. Bye bye.